Aujourd'hui, on voulait parler d'association parce que pour les personnes qui ne le savent pas, du coup, avec Sophie, on est sœurs et associées depuis du coup 2 ans et demi sur plusieurs structures. Donc Saving Sisters, le centre de formation en investissement immobilier pour les particuliers. Saving Immobilier, l'agence immobilière qu'on a dans le 66, les Pyrénées-Orientales, sur une holding. Sur une société dont on ne mentionne pas, qui ne sert à rien parce qu'elle est dormante pour l'instant, et sur du coup plusieurs investissements immobiliers en nom propre, du coup en indivision, et également en SCI. Et c'est vrai que c'est un sujet, l'association, qui revient énormément parce qu'il y a pas mal de personnes qui veulent s'associer. Ça peut paraître... autant on a des bons avis comme des mauvais avis. Il y a des personnes qui me disent « mais vous êtes folle d'être associée, moi jamais je pourrais travailler avec ma famille, mon frère, ma sœur. » Ou alors justement, c'est trop bien, moi aussi c'est mon rêve de m'associer avec ma sœur, mon frère, mon pote, etc. Et du coup, souvent on nous demande, dès qu'on dit on est sœurs et associés, on nous dit « mais comment... » bien. Ouais. Comment ça se passe ? Ça va, vous entendez, vous vous aimez toujours ? Ça va, vous vous engueulez pas trop. Donc du coup, je pense que c'est un sujet qui est super important à aborder. Donc, dis-moi, So, qu'est-ce que tu penses de notre association ? Et est-ce que c'était facile pour toi de te lancer ? Quel genre de questions tu te posais avant de t'associer avec moi, du coup ? Franchement, je dirais aucune. Je pense que ça s'est fait très naturellement. Je pense que je me suis pas... j'ai une telle confiance en toi que la question s'est jamais posée de « Ouh là là, mais comment... Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce qu'on va pas perdre cette relation qu'on a ?» Parce que je pense que c'est aussi important de préciser qu'avant même qu'on s'associe, on était déjà très proches sur la relation déjà personnelle de sœurs. Et tu peux avoir cette crainte un peu de est-ce qu'on va pas perdre ça ? Est-ce qu'on va pas... Et je pense que nous, au contraire, ça nous a encore plus liés, du coup, d'avoir ce côté professionnel qui fait qu'on se supporte au quotidien. Mais que du coup, on vit aussi les victoires ensemble. Donc, je dirais pas que... moi, j'ai pas eu de crainte, en tout cas, quand on a démarré, du tout. J'en ai pas eu non plus tous les 2 ans et demi qu'on a vécu. Il n'y a pas eu de remise en question ou de regret, en tout cas. Je suis ravie de l'apprendre. Je t'aime toujours autant. Non, par contre... je sais qu'il y a des personnes qui hésitent fortement à s'associer. En général, tu le disais au début, c'est même pas que la famille, c'est aussi l'association avec quelqu'un. Et je dirais que ça peut aussi aider certaines personnes à juste franchir le cap, quoi. Et que ce soit dans le projet d'entrepreneuriat ou dans l'investissement, parce que c'est un peu la même chose. On accompagne des gens qui investissent aussi à deux, que ce soit en couple ou avec des parents ou frères et sœurs, des amis pas trop, mais plus la famille ou les conjoints. Et je pense que ça peut aider certaines personnes à juste passer le cap, à se dire, bon, soit je le fais avec quelqu'un qui est déjà passé par là, et comme ça, je j'use un peu aussi de ses compétences pour aller un peu plus vite, ou en tout cas être rassurée, ou alors simplement de me dire, au moins je fais pas le chemin tout seul, quoi. Ouais. Donc, ouais, je pense que t'as hyper raison, et je pense que c'est hyper rassurant, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, parce que du coup, avant qu'on s'associe toutes les deux, je me suis aussi associée avec d'autres personnes sur d'autres aventures entrepreneuriales, mais du coup c'était des potes, donc c'est différent. Et c'est vrai que même si je doutais pas forcément de mes capacités à le faire seule, mais c'est rassurant de se dire il y a quelqu'un avec moi dans la même galère, et donc si on se plante à deux, si on réussit, c'est encore plus cool parce qu'on réussit à deux. Et c'est rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là avec toi et qui peut vivre tous ces hauts et tous ces bas ensemble. Mais je pense que pour que ça réussisse et pour que ça se passe bien, il faut être très 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 clair déjà sur la vision que vous avez, vraiment la vision commune que vous avez du projet. En fait, je pense qu'il faut pas s'associer avec quelqu'un juste parce qu'on a peur de se lancer seul. Non, ça peut être rassurant, mais c'est peut-être pas forcément la bonne raison de le faire aussi. C'est pas la seule, effectivement, ouais. Non, ouais. Et je pense que si on se lance avec quelqu'un parce que juste on a peur de le faire seul, mais que c'est la seule raison pour laquelle on aimerait s'associer, c'est pas intéressant. Je pense qu'une bonne association, c'est parce que on partage vraiment les mêmes valeurs, la même vision, la même envie en fait d'entreprendre et de mener à bien ce projet commun. Et aussi, il faut que la personne elle apporte des compétences que nous on n'a pas forcément.
je pense que s'associer avec quelqu'un qui a absolument les mêmes compétences que soi, c'est pas forcément bénéfique, parce qu'à la limite, on va même se marcher dessus. Que je trouve que ce qui fait notre force, toi et moi, c'est vraiment que on a des compétences complètement différentes. Et toi, t'es hyper organisé, hyper carré. T'as une tendance à pouvoir persévérer un peu plus quand les coups sont durs que moi. Que moi, j'ai plus des 10 000 idées à la minute et j'ai envie de tout faire, de tout tester. Et des trucs un peu trop fous. Et t'es là pour me recadrer aussi. Et je trouve qu'on est hyper complémentaires. Ouais, je pense qu'il y a... Enfin, ce que tu dis sur les compétences, d'un côté, c'est vrai. Je pense qu'après, en fonction des caractères, tu peux avoir les mêmes compétences et pas forcément te marcher dessus si du coup les caractères vont bien ensemble aussi. Et du coup, les deux personnes qui ont des compétences sur la même chose peuvent quand même aller chercher des personnes externes qui vont les aider sur les compétences qu'ils n'ont pas. Mais pour ça, il faut que les caractères du coup soient assez... faut qu'ils soient compatibles aussi, quoi. Parce que je pense que effectivement, nous, on a eu la chance avoir des compétences différentes qui font qu'on se marche déjà pas dessus de base. Mais qu'on a aussi effectivement les caractères qui sont super complémentaires aussi, parce que on a toutes les deux un fort caractère, mais pas de la même manière non plus. Donc on est capable, soit à un moment donné, de se retirer quand il y a un désaccord, parce que voilà, c'est moins important qu'on le voit pour l'autre personne. Donc déjà les caractères, et je pense aussi c'est le respect et la communication. Et c'est ce qui fonctionne très bien pour toi et moi aussi, je pense, c'est la manière de communiquer. Enfin, c'est qu'on communique 20 heures sur 24, quoi. C'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on dit qui est très important dans toute relation, que ce soit amicale, amoureuse, peu importe. La communication, c'est la clé et on n'apprend rien à personne, je pense, en disant ça, mais c'est quand même vraiment important et c'est ce qui fait que toi et moi, on est sortis des coups durs aussi. C'est d'avoir la même vision, comme tu dis, mais juste d'apprendre à communiquer aussi, quoi. Comment tu communiques bien, tu penses? Parce que je sais qu'on dit souvent c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé, mais c'est pas facile. Donc comment est-ce que tu communiques effectivement dans une association? Parce qu'en fait, nous, c'est ça qui est dur aussi, c'est qu'en fait, vu qu'on est sœurs, on se connaît tellement bien qu'il y a des fois, on n'a même pas besoin de communiquer pour communiquer effectivement. Ouais, mais du coup, je trouve que ça peut aussi rendre la chose difficile parce que s'il y a quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord ou qui t'a vraiment pas plu, c'est aussi difficile de regarder la personne dans les yeux et dire écoute, tu vois ce qui s'est passé là, ça m'a pas cassé les couilles. Là vraiment, Tu m'as saoulée. Non, mais c'est pas facile non plus. Parfois, c'est plus difficile, je trouve, de dire aussi ce que t'as vraiment sur le cœur. Surtout toi et moi, on est quand même assez. Tu dis souvent un peu nos jardins secrets. Voilà, on est un peu des huîtres aussi. Donc, on parle beaucoup, mais pas forcément de ce qu'on ressent vraiment au plus profond de nous. Je sais pas où je voulais en venir avec ça, mais communiquer. Mais oui, mais dans le sens où oui, voilà, c'est pas forcément plus facile avec une personne qui nous connaît vraiment, vraiment bien. Limite, parfois, ça peut être plus facile de sortir la vérité à quelqu'un que tu vois qui est moins proche de ton cercle. Mais je pense que pour bien communiquer, c'est juste en fonction de ce avec quoi toi t'es à l'aise, quoi. Enfin, la personne, quoi. C'est que nous, on sait qu'on a les bureaux, du coup, où on est assises côte à côte. On se rejoint, du coup, au bureau tous les jours et je pense que ça facilite aussi la communication. C'est que on l'a vu aux périodes où tu étais à l'étranger et moi en France ou vice-versa, la communication est plus compliquée parce que déjà, c'est par téléphone ou par visio et du coup, t'as moins... En tout cas, c'est pour nous que ça fonctionne comme ça, c'est cette fluidité au quotidien de se partager une info, de se dire ce qu'on ressent sur telle chose qui s'est mal passée, punaise, ça m'a énervé, ou oh, ça c'est trop bien. Donc le fait déjà d'être côte à côte au quotidien, je trouve que ça facilite tu sors plus vite ce qui te vient. Après, il y a d'autres personnes à qui ça irait pas parce qu'ils ont besoin de leur bulle, de travailler un peu dans le calme et pas d'être dérangé toutes les 5 minutes. Donc je pense qu'il faut le composer avec ce qui nous va bien, quoi. C'est... Nous, je pense qu'on arrive à sortir les trucs sur l'instant T, quoi. Et ça permet de pas devoir revenir dessus plus tard. T'as été en désaccord, c'est cool, on se l'est dit. Mais du coup, vu que c'est sorti de suite, on n'a pas besoin d'en reparler plus tard, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et je pense aussi ce qui facilite la communication. Alors, je sais pas si c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment un tips sur la communication pure et dure, mais entre guillemets, je pense que ce qui facilite, c'est que d'entrée de jeu, et c'est un conseil qu'on nous avait donné, qu'on a appliqué immédiatement et qui est super, que je trouve qui est hyper intéressant, c'est qu'on a tout de suite divisé toutes les tâches, que ce soit au niveau d'entreprise, des entreprises
ou que ce soit au niveau de même des investissements immobiliers, c'est chacun est un petit peu allé, enfin a pris un petit peu le management de certains pôles et l'exécutif de certains pôles, et du coup ça facilite. Enfin moi la compta c'est vraiment pas mon truc, l'administratif c'est pas du tout mon truc, et ça c'est vraiment ton dada, et donc du coup moi je mets pas le nez dedans, je te fais 100% confiance, et puis de temps en temps on se fait un point, si j'ai une question à te poser, je peux venir, tu peux quand même une fois par mois. Je te tiens au courant des highlights. Voilà, des highlights, voilà. Et comme ça, la boîte, à l'avance, on n'a même pas. En fait, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a même pas besoin d'être à deux. Parce que d'entrée de jeu, on s'est mis d'accord, encore une fois, sur cette vision, sur là où on veut aller, sur les objectifs. Ça, c'est super important de se mettre quand même avec son associé pour discuter de voici les objectifs, et de temps en temps de faire un point sur les objectifs, de dire, OK, on en est où? Est-ce que ces objectifs-là, c'est toujours nos objectifs? Et est-ce que du coup, le plan d'action qu'on a mis en place et les étapes qu'on a mis en place pour pouvoir arriver à ça, est-ce qu'on est toujours en fait sur ce chemin-là, ou est-ce qu'il faut revoir certaines choses? Mais en gros, juste se mettre en accord pour les grandes lignes, les grandes décisions, mais ensuite l'exécutif, le day-to-day, le quotidien, enfin se laisser, entre guillemets... se faire confiance. La confiance, absolument. Ouais. Et c'est marrant parce que du coup, on a interviewé Anouk, la cofondatrice de Dijo, récemment, qui nous disait qu'elles, à l'inverse, elles sont 2 associées aussi, et en fait, elles ont décidé de tout faire ensemble, parce que justement, il n'y en a aucune qui est indispensable, et que s'il y en a une qui en congé mat, qui est malade, qui ci, qui ça, l'autre, elle peut reprendre les rênes, donc elles sont au courant de tout. Ouais. Et ça aussi, je trouve ça... Enfin, c'est la première fois que j'entendais parler de ça, ouais. Mais c'est vrai que ça peut hyper bien marcher aussi. Je pense que pour toi et moi, pour nos caractères à nous, ça marcherait pas du tout. Non. Mais je pense que ça peut être aussi intéressant. Ouais. Je pense que j'aime bien quand même savoir ce qui se passe de ton côté sans parler de confiance ou quoi que ce soit. Mais je peux comprendre cette manière de fonctionner des filles aussi, d'avoir envie un peu de comprendre comment fonctionne la totalité de la structure. Parce qu'effectivement, quand t'es 2, ce qui est bien, c'est de pouvoir se reposer quand même l'un sur l'autre aussi quand on en a besoin. Et que du coup, le pôle, il s'effondre pas complètement quand la personne n'est pas là, quoi. Donc, ou alors d'avoir les équipes en dessous qui peuvent prendre le relais. Mais je pense que ça passe par avec quoi est-ce que tu es à l'aise et qu'est-ce que tu as envie de faire aussi. Parce que moi, par exemple, la partie stratégie et tout ça, c'est pas que ça me déplaît, mais c'est pas inné, quoi. C'est pas facile pour moi. Alors que la partie coaching, la partie administrative, la partie orga et tout, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est plus ce qui me plaît, quoi. Donc, je pense que le jour où j'ai envie de mettre un peu plus le nez dedans, c'est que je me dirais, vas-y, j'ai envie d'apprendre tout ça, de le faire. Donc, je pense qu'il faut faire aussi les choses avec lesquelles tu es à l'aise pour prendre plaisir dans ce que tu fais au quotidien. Et que ce qui marche bien pour nous aussi, effectivement, c'est cette confiance-là, quoi. C'est de se dire, j'ai pas besoin je vais pas aller vérifier, quoi. Et ça aussi, avant de s'associer avec quelqu'un, c'est important de se poser la question de est-ce que j'ai vraiment une confiance aveugle en la personne, parce que nous, les boîtes, c'est nos bébés et je voudrais pas le confier à quelqu'un d'autre que toi. Donc, du coup, ça, c'est important aussi d'être sûr que ce soit avec les comptes, avec les contrats. Enfin, moi, je signe à ta place, quoi. Je veux dire, voilà. Je voulais pas le dire. Non, voilà, c'est que tout ce que je fais pour la boîte, tu sais que c'est fait pour la boîte, autant dans mon intérêt que dans le tien, parce que c'est juste pour Siving en général, quoi. Donc, je pense que cette confiance, elle est importante, mais pas que d'en faire un truc illégal ou quoi, mais juste j'ai confiance en tes capacités et j'ai confiance que c'est pas juste que tu vas pas faire de la merde, c'est que ce que tu vas faire, c'est t'es compétente pour ce que tu fais, quoi. Donc bon, ça rejoint un peu du coup les compétences, mais vraiment cette confiance-là et le respect que tu as envers la personne, s'il n'y a pas ça de base, faut pas y aller, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, et je pense que, en fait, c'est pour ça que, avant de s'associer, c'est important, je pense, d'essayer de se tester. Alors, je sais pas exactement comment. Tu m'as testé ? Non, toi, j'avais pas besoin de te tester parce que voilà, t'es ma sœur, tu vois, mais et après, je pense que l'association, elle est réussie, bon, de 1, parce que t'es ma sœur, mais de 2, parce qu'on est, voilà, il y a ce respect profond, il y a cette vision vraiment commune. Mais je pense que il y a aussi une certaine, je pense, maturité de ma part, de notre part à tous les deux, hein, mais je m'explique. Parce que je me suis associée et que j'ai eu d'autres activités avec d'autres personnes avant, je savais ce que je ne voulais absolument pas reproduire. Donc en gros, j'avais pas besoin de te tester parce que je savais avec quel type de profil je pouvais m'associer dans le futur et avec quel type de profil je ne pouvais absolument plus pas
m'associer dans le futur. Et je sais que par le passé, je me suis associée avec des personnes, mais sans vraiment trop pousser le truc, parce que c'était des potes, parce que du coup on s'entendait bien, et parce que du coup, dans un moment d'euphorie, je pense qu'on l'a tous déjà vécu, de vouloir se chauffer et de se dire j'ai une super idée, vas-y viens on lance ça, nanana. Et avec 3 verres de rouge de trop dans le pif, tu commences à te faire des plans sur la comète et à te dire ok on va lancer une boîte ensemble, on va faire ci, on va faire ça. Mais sauf que l'entrepreneuriat, je pense que ça a été vachement mis en avant les dernières années. Et donc, il y a plein de gens qui voulaient se lancer, mais qui n'ont pas du tout le profil pour, ou les reins assez solides pour, ou en tout cas qui ne veulent pas entreprendre de la façon dont laquelle toi, tu vas entreprendre, qui vont pas avoir le même goût du risque, qui vont pas avoir la même capacité à encaisser les coups durs. Et Dieu sait qu'il y a des coups durs quand on entreprend. Et du coup, voilà, je pense que par le passé, je me suis associée... parce que je manquais de confiance en moi, parce que dans un excès de folie, je me suis dit, ça peut être trop cool ensemble, sans forcément me dire, ok, est-ce que cette personne, elle a les capacités d'entreprendre ? Est-ce qu'elle va encaisser les coups durs comme moi ? Est-ce qu'elle a la même volonté de charge de travail que moi aussi ? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie de faire des journées à rallonge, des journées de 16h, 18h, c'est pas... Il y a des gens qui veulent entreprendre et juste travailler quand même à 9h, 18h ou 17h, et dans ce cas-là, c'est très bien aussi. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut absolument se mettre d'accord avant de se lancer. Et pas juste, ok, on a une idée, on a envie d'y aller, ou j'ai envie de gagner tant, toi aussi, let's go. Mais vraiment, ok. Oui, pas censé te poser les questions. Et même, je pense que ça, c'est important quand tu démarres vraiment un projet avec quelqu'un ou que c'est quelqu'un qui a encore effectivement jamais entrepris. Ça, c'est les questions qui sont très importantes. Mais une fois que tu veux t'associer et que toi, tu es déjà dans le business et que quelqu'un est déjà dans le business aussi, puisqu'on l'a vécu, clairement, on l'a vécu cette année, avec des personnes qui avaient quand même le côté un peu entrepreneur. C'était pas un problème de charge de travail ou quoi. Pour moi, là, c'était un vrai problème de valeur et de manière de travailler. Donc, du coup, ça aussi, c'est un truc que tu as du mal à voir chez quelqu'un avant d'être associé. Avant que... si la personne, elle a jamais eu aucune expérience entrepreneuriale, tu peux pas trop savoir. Tu peux juste le voir peut-être à sa manière de traiter les autres ou de traiter un problème. Et clairement, avec ces personnes-là, on a bien vu que les valeurs et la manière de traiter le client, c'était pas du tout ce que toi et moi, on avait pour Siving, et c'est pas du tout la manière dont on a envie de pérenniser, en tout cas, une entreprise. Et donc, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le avant avec quelqu'un qui a soit jamais entrepris, soit vraiment un début de projet. Et du coup, une fois que tu es déjà dans le business, comment est-ce que du coup, il traite les clients. Et avant de vouloir y aller trop vite, tu as raison de tester un peu ça. Et de tester et approuver quoi, parce que... Mais c'est clair, c'est vrai que j'avais... Tu vois, c'est un bon exemple, même si on n'est pas allé dans le détail de l'association de laquelle on parle, parce que c'est, je pense, pas la peine non plus de mentionner. On n'a pas envie de se faire des ennemis et de rentrer dans le négatif, mais c'est vrai qu'on a failli... on était en cours d'association avec une entreprise, parce que du coup, notre objectif, c'est chez Siving, donc on a le centre de formation, on a une agence immobilière, et dans un souci d'accompagner toujours de plus en plus et donner toujours de plus en plus de services à nos clients, on a souhaité vraiment créer un écosystème et donc toujours proposer plus de services autour de l'investissement immobilier. Donc dans cette idée-là, on a souhaité s'associer avec des gens avec qui on bossait, une entreprise avec qui on bossait déjà pas mal sur d'autres investissements qu'on avait. Et c'est vrai que donc on a souhaité s'associer, on était en process, et en fait, au fur et à mesure, il y a eu des petites choses qu'on ignorait, parce qu'en fait, à côté de ça, on appréciait ces personnes-là. Et en fait, on les a ignorées. Et au bout d'un moment, ça devenait trop. Et donc, on s'est dit, en fait, non, stop. Pareil, comme tu dis, on n'est pas d'accord sur les valeurs. Ils traitent leurs clients d'une façon dont nous, on ne traiterait jamais nos clients. Donc, en gros, on ne peut pas s'associer. On peut pas être associé à ça. Mais c'est vrai que c'est des choses qui prennent du temps aussi à remonter à la surface, que tu ne vois pas immédiatement. Mais donc, je pense que c'est pour ça qu'avant de s'associer avec quelqu'un, prendre le temps de vraiment, encore une fois, de tester cette personne et de la mettre dans des situations où, en tout cas, de réfléchir à, ok, ça peut être tout bête, mais quand tu vas au resto, comment elle parle au serveur. Quand il lui arrive un pépin dans sa vie, comment est-ce que la personne, elle gère ? Est-ce qu'elle est tout le temps dans le négatif ou est-ce qu'elle est plutôt positive ? Est-ce que quand il lui arrive malheureusement des choses négatives dans sa vie, comment est-ce que cette personne réagit ? Comment est-ce qu'elle traite ses amis ? Comment est-ce qu'elle traite son copain ou son ex, ou bref, c'est des petites choses, mais qui peuvent...
est-ce qu'elle fait du sport et dans le sport et dans la compétition, comment est-ce qu'elle gère aussi les hauts et les bas, etc. Enfin, il y a plein déjà de scénarios dans la vie courante, en dehors de l'entrepreneuriat, où tu peux voir les valeurs et les compétences et la personnalité d'une personne et te rendre compte si oui ou non tu peux être associé avec elle. Et ça, il faut vraiment prendre le temps. Et je pense on a parlé énormément d'intuition sur les podcasts qu'on a fait, mais écouter vraiment, enfin s'écouter. Et nous, c'est quelque chose qu'on fait pas encore à 100%, mais qu'on fait vraiment de plus en plus. C'est de se dire quand vraiment t'as un sentiment au fond de toi. Il y a un truc désagréable, il y a un truc qui te dit n'y va pas. N'y va pas. Enfin, c'est vrai qu'on a mis du temps à s'écouter, mais maintenant, on a réalisé quand même qu'à chaque fois qu'on l'a senti, au final, on avait raison. On s'est pas trompé. Et on s'est pas trompé. Et on a laissé les choses parfois aller un peu trop loin. Et ouais, ça, c'est important de se faire confiance et de pas vouloir y aller, effectivement, comme tu as dit au début, de peur de le faire seul. Faut pas que ce soit l'unique raison. Faut que ce soit vraiment par une envie et un souci d'aller au même endroit, avec les mêmes valeurs, mais voilà, ne pas rush non plus dans une association pour démarrer, quoi. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vraiment tu penses que c'est comme dans une relation amoureuse, si tu passes ton temps à te demander est-ce que vraiment c'est la bonne personne, au bout d'un moment, arrête de réfléchir et c'est que c'est pas la bonne personne. C'est ça. Et dans l'association, c'est pareil. Enfin, si on doute vraiment trop ou qu'on se dit je sais pas trop, c'est pas parce que la personne elle nous pousse, parce qu'elle est motivée que faut forcément y aller. Enfin, faut vraiment prendre le temps de bien réfléchir avant de s'associer. Parce que je pense que pareil, une association, c'est comme un couple ou une amitié. Faut que ça se passe bien. Enfin, si ça se passe plus souvent mal que bien, si tu passes plus de temps à te poser des questions, à rattraper les erreurs, à essayer de trouver, ce sera pas bon pour le business non plus, non, quoi. Pas du tout. Et puis il faut quand même comprendre que normalement, en tout cas, une association, tu passes énormément de temps avec la personne. Donc l'objectif, c'est pas d'être en souffrance pendant toute cette période, c'est que ça se passe bien et quand ça se passe bien, pour quand même peut-être terminer sur une note vraiment positive, c'est que quand ça se passe bien, c'est un pur bonheur et comme je disais au début, c'est que tout est encore plus, nous, ça nous a encore plus rapprochés. Donc je pense que quand tu pars d'une très bonne relation, que ce soit une association en amitié avec un conjoint, frère et sœur, peu importe, mais quand tu as une bonne relation et que tout ça, ça continue dans le respect, dans la communication, ça va encore mieux et du coup c'est encore plus de bonheur et donc cette relation elle est encore plus forte et ça veut dire aussi que le business peut aller bien plus loin parce que du coup tu as les mêmes envies, tu avances de la même manière, tout est fluide, tout est donc c'est clair. Donc je pense que ça peut être que du plus, quoi. C'est clair, je pense, et on se le dit souvent, c'est que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent, on n'aurait jamais pu le faire chacune de notre côté. Non. Enfin, déjà, moi, j'aurais jamais monté un business en immobilier si c'était pas avec toi, parce que les compétences immo, vraiment, de base, c'est toi qui les as. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça va 1000 fois plus vite parce que on peut être deux à la fois à gérer du coup des équipes, à gérer des choses. Et du coup, tu vas beaucoup, beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et tu peux te rebooster quand il y a besoin. Et puis, comme tu dis, les victoires, elles sont deux fois plus fun à deux parce que tu partages ça avec quelqu'un. Et on le sait, c'est toujours mieux de partager les victoires avec quelqu'un. Donc, voilà. Nous, en tout cas, je trouve que souvent, quand les personnes nous demandent, on dit que l'association, ce qui est vrai, c'est que ça se passe super bien. Et ça peut se passer super bien. C'est pas parce que... c'est pas parce que 95% des gens avec qui se déchirent ou en tout cas voilà, après il faut en être conscience que ça peut mal se passer, mais je pense que si déjà d'entrée de jeu tu mets les bonnes bases, tu choisis la bonne personne, tu prends le temps de sélectionner cette personne et tu prends le temps vraiment en amont de mettre en place, de parler de la vision, de parler de là où vous voulez aller, de parler des plans d'action, de parler des missions de chacun. Il faut imaginer les scénarios aussi où ça pourrait mal se passer, pas pour l'association mais pour la boîte. Et du coup, quelle décision serait prise, quoi. En fait, il faut parler des pires scénarios avant de démarrer aussi. Absolument. Quoi. Ouais, c'est vrai que ce travail, tu vois, et dans l'IMO, à chaque fois, on dit, prenez le temps de faire une étude de marché, prenez le temps. Ce travail d'analyse en amont et ce travail de préparation, il est super important. Genre, c'est pas ce que je préfère. Vraiment, moi, je préfère aller dans l'action directe, mais c'est super important de prendre le temps de tout mettre à plat. Et puis, surtout, de tout mettre par écrit aussi. Ouais. Parce que l'oral, c'est bien. Encore une fois, nous, souvent, ça marche parce qu'on se dit un truc et on sait qu'on va le respecter. Mais c'est quand même pas toujours le cas. 1000 fois mieux de tout mettre par écrit, même si on est potes, même si on est sœurs, même si on est en couple, tout mettre par écrit, tout signer.
faire des contrats, légaliser les trucs, Ouais. tout ça, c'est hyper important. Parce que tant que ça se passe bien, ça se passe bien. Mais si un jour ça se passe mal, ça se passe mal. Ouais, si un jour ça se passe mal, au moins on est protégé au niveau juridique. Donc ça, faut pas l'oublier aussi. Donc prendre le temps, discuter, prendre le temps, une fois que vous êtes lancé aussi, de refaire des points, etc., réguliers, de bien communiquer et de tout mettre par écrit. Ça, c'est quand même hyper, hyper important. Donc en tout cas, ben voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais vous avez d'autres commentaires, je sais pas s'il y a des personnes qui sont associées ou qui souhaitent s'associer et qui fonctionnent différemment. N'hésitez pas à nous le dire, on est hyper curieuse de savoir comment ça peut se passer aussi. Ça peut toujours nous donner des conseils aussi pour que ça se passe encore mieux. Ouais, c'est clair. C'est cool de voir comment ça se passe pour les autres aussi. Donc, absolument. N'hésitez pas à nous dire. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. À nous poser des questions si jamais vous avez besoin d'autres choses sur l'association. Absolument. Retrouvez-nous sur Instagram, sur Siving Sisters. Vous pouvez toujours venir discuter avec nous, ce sera avec un grand plaisir pour échanger. Voilà. À bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Nouvel épisode. Ok. Il est 14h, parfait. Du coup, celui-ci, c'est... Ça te va ou pas? Ouais. Mais on peut le faire un poil plus court le prochain, du coup, pour s'arrêter genre à 20. Mm-hmm. Et... Ouais. Pas du tout. Non. Bah on peut, hein. Tant qu'on l'utilise pas dans un contexte commercial, c'est pas une pub, on m'a dit. VSL en mode j'étais sur mon lit de mort. Pardon. Bon, allez. Okay. Vas-y. Bonjour à tous. On aura une intro. Bah, tu chantes? Non, je peux commencer. Vas-y, on est Sophie. Ouais. Bon, on a déjà fait une intro, mais... Coucou Val. On le coupera. Alors on a, pour les personnes qui nous connaissent aujourd'hui, plusieurs entreprises avec Val qu'on a montées ensemble, certaines dès le début, d'autres qui ont vu le jour un petit peu au fur et à mesure de notre expérience entrepreneuriale ensemble. Et du coup, si Val, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te retrouves dans un business dans l'immobilier. Quel était peut-être un petit peu ton parcours avant qu'on lance Siving ensemble, pour qu'après tu puisses aussi nous dire un peu d'où vient Siving, qu'est-ce qui fait que Siving est né, d'où c'est parti cette idée. Je pense qu'il faut la refaire et parler de Siving d'abord. Je vais expliquer très rapidement, on est les fondatrices de Siving Immobilier. Ouais, vas-y. Ouais. Non ? Vas-y. Je sais pas comment je vais démarrer. Aujourd'hui, avec Sophie, du coup, on a créé Siving Formation, qui est un centre de formation où on accompagne des particuliers à investir dans l'immobilier. On a Siving Immobilier, qui est du coup une agence immobilière basée sur le 66. On a une holding qui détient ces sociétés-là, et on a du coup des SCI où on investit en immobilier. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Parce qu'on n'était pas du tout prédestiné à se retrouver aujourd'hui à la tête de plusieurs boîtes. Donc So, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du début de ton parcours et comment est-ce que tu es arrivé ici aujourd'hui ? Dans l'entrepreneuriat, pouf, dans le bon. Oui, effectivement, je dirais que j'avais pas forcément l'idée d'être à la tête de ces entreprises aujourd'hui. C'était pas une vision que j'avais déjà quand j'avais 10 ans ou quand j'étais au lycée, pas du tout. J'étais beaucoup plus scolaire, tu le sais, j'adorais, j'ai toujours adoré étudier, moi. Mais j'ai toujours eu un penchant quand même pour l'immobilier. Ça, c'est quelque chose qui m'a quasiment toujours suivi. Mais je suis passée par plein d'idées de métiers différents. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas aussi, mais voilà, je suis passée par pas mal de métiers, donc je me suis énormément renseignée sur, premièrement, les études qu'il fallait faire pour y arriver,
Donc du coup, j'ai vraiment eu un cursus assez classique au niveau scolaire, hein, on va dire bac ES, école de commerce, etc. Mais j'avais choisi de faire une école de commerce qui me permettait d'avoir une option en immobilier. Toujours un peu j'avais quand même l'étape d'après qui était déjà un peu en tête. Je me disais comme ça, j'aurais du coup toutes les compétences pour un jour monter une boîte. J'aurais ce qu'il faut sur la partie commerce. Parce que tu savais déjà quand même qu'un jour tu voulais lancer une boîte. Tu savais pas dans quoi, mais tu voulais lancer une boîte. Ouais, ça par contre, j'avais une deadline. Pour moi, c'était à 30 ans, j'aurais ma boîte. Pourquoi 30 ans ? Je sais pas, je me disais, pour moi, le début de la vingtaine, c'était encore, je serais certainement en études, parce que j'avais en tête de faire un master ou à l'époque même un doctorat, donc je pensais être encore en études. Et je me suis dit, ça me laisse quelques années d'expérience et ensuite j'aurai mon entreprise. J'avais vraiment cette idée un peu il faut quand même de l'expérience avant. Comme tu fais des stages avant d'avoir ton premier taf. En gros, pour moi, c'était un peu, je vais prendre mon expérience un peu où je peux, dans le domaine en tout cas qui me plaira, et enfin en tout cas dans le métier de l'immobilier qui me plaira. Et donc à 30 ans, je serai prête. Pour moi, c'était genre 30 ans, t'es une adulte, t'es plus dans la vingtaine, t'es plus genre vraiment encore enfant, étudiant. Pour moi, c'était 30 ans. Mais du coup, en amont, je devais quand même avoir un taf. Je devais quand même prendre mon expérience quelque part. Et c'est ce que me permettait aussi de faire une école de commerce. C'est que l'école de commerce, elle te propose, enfin, en tout cas, à l'époque, c'était quasiment que ça qui te permettait d'avoir des expériences, des stages. Parce qu'à la fac, t'as pas de stage. Donc, du coup, c'était école de commerce. Et l'option en immobilier qui me permettait vraiment d'avoir cette double casquette et d'être sûre que si jamais l'immobilier, au final, ça me plaisait pas, j'avais autre chose. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans à la Toulouse Business School. Donc j'étais sur Toulouse pendant 3 ans et donc j'ai fait mes stages dans le métier d'immobilier. J'ai fait de la location classique à Perpignan. Ensuite, je suis partie pendant 6 mois vivre à Manhattan pour faire de la transaction de luxe. Et c'est là où aussi j'ai vu un peu une manière différente de travailler qu'en France. Et on aura peut-être d'autres occasions d'en parler, mais donc cette manière vraiment de travailler l'immobilier qui est pas du tout pareil qu'ici. Ici, on a tendance à se garder les clients pour soi et genre, moi j'ai rentré le mandat ou moi j'ai rentré le client, donc c'est moi qui vais sortir la vente. Là-bas, c'est vraiment, voici tout ce qu'il y a sur le marché. Et moi, en tant qu'agent immobilier, j'ai des compétences et je vais aller t'emmener vraiment le bien de tes rêves, quoi. Mais je vais aller piocher dans toutes les agences de Manhattan et ça, c'était incroyable. Et cette manière aussi de travailler de mon client, je vais aller lui chercher ce qu'il faut. Et si je dois aller le faire visiter le dimanche à minuit ou passer ma journée, j'avais passé une journée complète dans le logement à ne pas bouger parce qu'il venait faire des travaux. Et que du coup, en fait, t'es là. T'es genre tout le temps là. Et du coup, j'ai vraiment aimé cette manière de travailler. Et ensuite, j'ai fait mon dernier stage dans la promotion immobilière. Et ça, c'est ce qui m'a le plus plu. Parce que du coup, il y avait la conception du projet vraiment de A à Z. Et c'est ce qui me permet aussi d'être là aujourd'hui. C'est que vraiment, il n'y avait pas juste je vais investir dans l'IMO. C'était je pars d'un terrain vierge et genre je monte tout, que ce soit le côté bancaire, que ce soit le côté fiscal, que ce soit les règles d'urbanisme, enfin tout, le commercial aussi. Les archives, les artisans, les chantiers. Ouais, toute cette casquette de... j'avais en plus, à l'époque, 20-21 ans. Et du coup, j'étais la chef sur tous les chantiers, sur les 300 à 400 logements par an que je suivais. Donc, c'était quand même une grosse responsabilité à mon âge. Et j'ai eu la chance de travailler aussi dans une agence qui était petite, mais qui avait énormément de volume. Et donc, du coup, t'es un vrai couteau suisse, quoi. Et... ça, c'est une expérience que je recommande quand même à des gens parce que tout le monde est là. J'ai envie d'aller dans des grosses boîtes. Et mais dans une grosse boîte, t'es un pion, tu mets du temps à monter les échelons et du coup. Ouais, tu touches pas à tout, quoi. Tu vas vraiment. T'es chargé de projet, mais tu vas faire cette mission-là. Enfin, ça va être par exemple que les autorisations d'urbanisme et donc tu vas taper que les autorisations d'urbanisme. C'est ça. Que toi, tu faisais vraiment tout de A à Z à partir du moment où le terrain était là. Ouais. Donc l'étude de faisabilité du projet jusqu'à la commercialisation. Jusqu'à ce que je remette les clés aux clients et même après, donc toute la partie assurance garantie des travaux et tout, je l'ai vu aussi. Donc ouais, c'était vraiment incroyable. Et c'est pour ça que j'ai choisi de continuer un peu plus dans cette voie et donc de faire un master dans le côté promotion et aménagement immobilier à Bordeaux cette fois-ci, tout en étant en alternance encore à Toulouse. Donc j'ai fait ça quand même pendant 4 ans quasiment dans cette agence. Mais donc j'ai vraiment suivi ce cursus très basique j'ai fait le stage chez eux, je suis restée en alternance, je suis restée en CDI. Et puis voilà quoi. Je vais peut-être te laisser parler de ton parcours.
continuer parce que il faut que je Non, mais du coup, t'as eu ton master, t'étais en CDI, du coup, dans la boîte de promotion. T'avais quoi, 23 ans? Ben, j'ai démarré 22? avec eux. Non, j'ai démarré avec eux. J'allais sur mes 21 ans. Ouais, parce que t'étais en stage avec eux. Ensuite, Ouais. t'as fait, du coup, alternance. Ouais, je suis restée master jusqu'à mes alternance. 24 ans, du coup. Ok, ouais. 25, Ouais. quasiment. Ok. Ouais. Et donc, dans ta tête, il te restait au moins 5 ans. Dans ma tête, il me restait 5 ans à peu près, puisqu'en plus, dans cette agence-là, du coup, j'étais censée développer un peu plus mon poste et passer en directrice de promotion. Donc, du coup, il y a aussi un peu cette carotte de on va te faire progresser encore et tout ça. Donc, ouais, je serais peut-être pas restée 5 ans dans cette boîte parce que c'était très lourd et que le management, aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis waouh, je ne traite absolument pas comme ça les personnes avec qui on travaille. Mais ouais, il me restait encore quelques années. Je serais peut-être restée 2-3 ans de plus avant de lancer une boîte, ouais, je pense. Et puis t'es arrivée. Et puis je suis arrivée. Après, enfin, je suis arrivée. Il y a pas que ça, mais on en reviendra. Enfin, on reviendra à ça tout à l'heure. Mais ouais, du coup, moi, parcours, similaire mais différent dans le sens où j'ai fait mes études donc aux États-Unis. Je savais absolument pas quoi faire de ma life. J'avais pas du tout de plan de carrière aussi défini que toi. J'avais même pas un métier, enfin, une voie qui me plaisait. C'était vraiment genre par défaut. Enfin, donc j'étais nageuse de haut niveau. J'ai reçu une bourse pour faire sport-études aux États-Unis. Et parce qu'en France, c'est très compliqué de combiner 20-25 heures de sport de haut niveau par semaine plus des études. Ouais. Donc du coup, je suis partie aux États-Unis pendant 4 ans. Donc j'ai fait un bachelor et initialement, je suis partie donc faire des études de business parce que je me suis dit si jamais je veux rentrer en Europe, enfin pareil, je ne savais pas où j'allais habiter, ce que j'allais faire. Donc il fallait que je garde le plus de voies possibles ouvertes. Donc du coup, je fais du commerce parce que c'était le truc qui basique, le plus international quoi. Et mais par contre, ça me faisait chier. Je détestais. Je me rappelle, j'étais en cours de compta. C'est une horreur, ça. C'était horrible. J'étais là, mais qui veut faire de la comptabilité vraiment no offense pour les comptables qui nous écoutent, mais vraiment, je pouvais pas. Et pareil, tout ce qui était, je me rappelle, on avait des cours de culture, de business international parce que j'avais eu cette phase où je voulais aller bosser en Chine, blablabla. D'ailleurs, je suis partie faire un stage en Chine qui était génial. Mais du coup, on étudiait comment se comporter avec les cultures étrangères, machin et tout. Mais en fait, la partie théorique m'ennuyait à mourir. Mais moi, c'était vraiment la pratique. Donc du coup, les cours, ça m'a jamais franchement intéressé, mais je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. J'ai quand même enchaîné sur un master. Parce que pareil, pour moi, c'était un peu la suite logique des choses. Fallait un bac+5, donc let's go, on prend un bac+5 comme tout le monde. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu parce que du coup, tu finissais ta carrière de nageuse de haut niveau et tu t'es concentrée pendant des années là-dessus? Ouais. Et tu te demandes après, tu dois te refaire un peu une identité aussi. Ah ouais, de fou. Par contre, j'étais larguée complet, quoi. Enfin, je suis arrivée à la fin du coup de mon bachelor. Donc le bachelor aux États-Unis, c'est l'équivalent d'une licence en France, mais sauf que c'est sur 4 ans. Et donc j'ai nagé pendant 4 ans, j'essaie de préparer les JO, bon ça c'est pas fait du tout. Mais c'est vrai que d'un coup du jour au lendemain, tu n'es plus une sportive, tu n'es personne. T'as pas eu le temps de faire tant de stages que ça parce que t'as passé les 10 dernières années à nager 25 heures par semaine, 4 heures par jour, 2 fois par jour. Donc du coup c'est une grosse claque, donc tu te cherches un peu. Mais bon, j'ai quand même tout de suite trouvé un taf. En fait, je travaillais dans le recrutement pour une petite boîte à Miami qui faisait du headhunting, du recrutement pour placer des managers dans des boîtes d'alcool en fait. Donc on travaillait avec des marques de tequila, des marques de vodka, etc. Et c'était hyper chouette en fait, petite équipe hyper dynamique. Donc pareil, un peu plus de terrain. Donc c'était chouette. Et en fait, donc, c'était un stage de base de 6 mois, vu que je savais que j'allais partir en master derrière. Mais ils m'ont proposé de m'embaucher. Je me rappelle, j'ai dû me battre avec mon père pour que il me laisse, moi, je voulais qu'il me laisse rester à Miami pour être en CDI, etc. Et lui m'a dit non, viens au moins faire ton master en Europe, rentre en Europe pendant 1 an, et au pire, tu repars. Donc du coup j'ai fait mon master et le master c'était un master en communication d'entreprise donc parce que je voulais faire, donc j'avais une idée dans ma tête de faire de la gestion de crise parce que je pense qu'on a tous regardé Suits et compagnie, Olivia Pope, là je me rappelle plus le nom de la série, mais scandale où la nana elle travaille avec des mecs hyper haut placés, elle est trop bien sapée, et bref elle fait un job de ouf. Donc dans ma tête je me suis dit yes, let's go faire ça. Donc j'ai fait le master.
Le master, du coup, c'était dans une école de commerce, donc j'étais qu'avec des étudiants en MBA, machin et tout. Donc c'était quand même un cursus très orienté quand même business plus que communication. Et c'était chouette, mais pareil, enfin, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc à la fin de l'année, tous mes potes qui commençaient à postuler dans les grosses boîtes, chez Tesla, chez Google, chez Uber, dans des grosses boîtes de consulting. Jamais. Et moi, c'était l'angoisse complète. Et je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Je savais toujours pas. Enfin, je savais que je voulais lancer ma boîte, mais je savais pas du tout dans quoi. Et je me rappelle, du coup, j'étais partie avec une copine en vacances et chez ses parents à elle, et son père entreprenait et avait déjà vendu plusieurs boîtes et était du coup à la retraite. Et je lui ai dit, écoute, du coup, tout le monde avait déjà un taf. Hein, on avait le diplôme dans 3 mois plus tard, mais tout le monde avait déjà un taf aligné, moi, que dalle. Et donc, j'en parlais avec son père, et moi, je lui dis, mais de toute façon, je cherche pas, en fait, un CDI, je cherche une idée de business. Il me dit, mais fais pas ça du tout. En fait, t'es obligé d'aller bosser pendant au moins 5 à 10 ans, d'avoir de l'expérience avant de lancer ta boîte. Et moi, mais pas du tout. Bref, j'ai quand même fini par trouver un taf dans une start-up à Londres en tant que commercial pour une start-up donc marketing. Donc, j'ai bossé là-bas pendant 8 mois. Ouais, mais ouais, c'était même pas un an. Même pas un an. Et ça se passait super bien. Mais et c'était fun, c'est une start-up, donc c'était vachement plus fun, tendance, Jones, etc. En plus, on était dans un WeWork, donc trop cool parce qu'il y avait plein d'autres boîtes, donc ça bougeait pas mal et tout. Mais est arrivé le moment où j'allais avoir une promotion et je me suis dit, en fait, c'est maintenant ou jamais. Parce que si t'as une promotion et tu seras plutôt bien payé. Tu vas rester dans ce cycle un petit peu. Tu vas rester dans ce cycle. Toujours attendre mieux l'année prochaine. Ouais. Et j'avais toujours dans un coin de ma tête, en fait, un peu delusional, je sais pas comment on dit en français, mais en mode ça devrait être moi à la tête de cette boîte et pas du coup mon boss, quoi. C'est à moi de faire un truc comme ça. Et du coup, donc tu t'es quand même toujours senti capable d'être assez à leur place, du coup. Et surtout le côté de devoir attendre et d'être encore dans la pratique. En fait, il fallait que t'essayes toi-même, quoi. Fallait que je fasse moi, quoi. Ce truc de faut que j'y aille, quoi. C'est ça, parce que les cours, c'était trop théorique. Même la start-up, ça restait... des process. Ouais, c'était assez hiérarchique quand même, tu vois. Enfin, moi, j'avais des idées parce que du coup, j'avais des commerciaux qui étaient encore au-dessus de moi et je voulais leur pitcher ma façon de faire les choses, etc. Et même le département marketing, j'étais là, mais si on essayait ça et tout. Et en fait, je me rendais compte que t'avais un stop, quoi. Ouais, on me recadrait un peu parce que c'était pas mon poste ou c'était pas tu vois, c'était pas mon rôle. Et je me dis, mais ça me va pas, j'ai pas envie, je suis trop frustrée. Et puis ça me saoulait de devoir me lever tous les matins à la même heure, me taper 1 heure de métro. Enfin, c'était pas du tout comme ça que je voyais ma vie. Donc je voulais lancer un truc, je ne savais pas trop dans quoi. Et en fait, du coup, j'ai quand même eu cette idée. C'est une idée qui m'était déjà venue avant. C'est pas moi qui l'ai inventée, c'était pas révolutionnaire, mais c'était de lancer une agence où j'allais accompagner des sportifs. Comme ce que j'avais fait moi, en fait, des sportifs du coup qui étaient au lycée, les aider à trouver des bourses pour faire sport-études aux États-Unis. Et pourquoi ? Parce que tu avais reçu ce service, mais que tu t'es rendu compte que t'aurais pas voulu être accompagnée comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, donc moi, je suis passée par une agence à l'époque, donc pour trouver ma bourse aux États-Unis. Et même si j'étais très contente d'être partie aux US, le service que j'ai eu, comme tu dis, l'accompagnement que j'ai reçu, c'était pas ouf du tout. Et donc je me suis dit, je vais pas réinventer la roue. Je vais prendre un business existant qui a fait ses preuves. Et en fait, je vais juste le faire mieux, quoi. Ouais. Donc je l'ai commencé en parallèle de mon taf. Je le faisais le soir en rentrant chez moi. Enfin, je rentrais, il était 18h30, 19h, et puis je me mettais dessus jusqu'à, je sais pas, genre 1h du mat'. Et c'est tout con, j'ai juste créé un site, j'ai créé une base de données des emails parce qu'ils sont disponibles publiquement sur les sites des universités. Donc j'ai créé une base mail des coachs. J'ai créé une boîte du coup en Angleterre. En fait, on a démarré, je dis on parce que c'était avec une copine, une LTD en Angleterre, hyper simple à faire en ligne. Hein. Et en fait, on a commencé à contacter des nageurs parce que du coup, la natation, c'est le sport que je maîtrisais. Donc, j'ai commencé à contacter des nageurs sur Insta en regardant les rankings. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et en fait, avant même d'avoir mon premier client, je suis allée voir mon boss quelques semaines après et je lui ai posé ma démission parce que je lui ai dit en fait, faut que je me mette dessus, à 100%. Et j'avais un tout petit peu d'argent de côté. J'ai eu la chance inouïe d'avoir du coup notre père qui m'a dit aussi, écoute, une fois que tes économies elles sont terminées,
je peux t'aider, je te donne 1 an et si dans 1 an ça marche pas, voilà, ben t'arrêtes là. Ouais, tu retournes dans autre chose, quoi. Ouais, et en fait, il y a même pas eu besoin parce que le fait que je me lance dans le vide, ben je crois que j'ai signé mon premier client dans le mois quoi où j'ai lancé la boîte. Et après, très rapidement, j'en ai eu un deuxième, puis un troisième, et puis c'est parti quoi. Et au bout d'1 an, ça tournait tellement bien que, j'ai pu recruter du monde. Enfin, ça tournait bien mieux que ce que j'avais imaginé quoi. Donc ça, c'était ma première expérience. Et il y en a pas mal qui ont suivi. Il y en a pas mal qui ont suivi. Après, bon, j'ai lancé d'autres boîtes, mais c'est pas le sujet de cet épisode-là. J'ai tâté le terrain dans plein d'industries différentes et qui était hyper cool. Et c'est vrai que je voulais énormément lancer une boîte avec toi et je ne comprenais pas pourquoi toi tu voulais autant rester dans ton poste, même si je voyais que ça te plaisait, je comprenais pas pourquoi tu voulais autant te lancer. Enfin, pas te lancer justement, pourquoi t'avais autant peur de te lancer. Je me souviens, on en parlait très souvent quand du coup moi je rentrais les week-ends et que je te disais pas encore. C'était pas un non, je ferai pas de boîte, mais c'était pas encore et tu me disais la même chose que là, mais pourquoi, pourquoi attendre les 30 ans? Et je te disais mais laisse-moi récupérer encore un peu d'expérience parce que l'idée première, elle a toujours été autour de l'immobilier. Enfin, tu m'as toujours dit, écoute, on le fera dans l'immobilier, quoi. On fera quelque chose que tu maîtrises et moi, je maîtriserai du coup cette partie entrepreneuriale et toi, tu maîtriseras on va dire le contenu, quoi. Enfin, mais je te disais, ouais, non, encore un peu, on attend et tout ça. Je pense que quand même, j'ai commencé petit à petit à baisser mon truc de ce sera peut-être pas à 30 ans, mais ce sera peut-être plutôt à 27, 28, tu vois. J'ai commencé à me dire, bon, laisse-moi encore 1 an, 2 ans dans la boîte. Et je crois qu'on en a reparlé sérieusement à la période du Covid, puisque c'est là où il y a eu énormément de développement aussi de formation en ligne. Parce que de base, moi, je me voyais marchand de biens. Enfin, j'avais aussi cette idée petit à petit avec la promotion immobilière et quand même venu, du coup, forcément, ces gestions de projets, nos propres investissements, etc., où je me suis dit, j'adore me projeter dans des lieux. J'aime énormément le patrimoine. C'est pas de la construction neuve qui me plaisait, c'était vraiment le projet et la pierre. Mais le truc, c'est que pour marchand de biens, faut démarrer aussi tes projets, ça prend un petit peu plus de temps. Mais j'avais quand même un peu plus l'idée de ça. Et toi, tu m'as dit, mais en fait, avec toutes les compétences que tu as avec les études et qu'on a ensemble avec les investissements, en fait, c'est une mine d'or. En fait, ce qu'on a, faut juste, faut trouver une manière de le transmettre en fait aux gens. Donc ça, je me souviens, c'est à la période Covid où du coup, la partie formation et accompagnement en ligne a quand même beaucoup plus vu le jour et où tu m'en reparlais de plus en plus souvent. Je te saoulais avec ça. Tous les week-ends, allez. Et ouais, parce que je te voyais rentrer fatiguée, quoi. Enfin, je te voyais être... Enfin, t'étais tellement une bonne employée, je suis désolée, mais c'est vrai. Enfin, tu te démenais pour la boîte. Tu as une conscience professionnelle de dingue. Et voilà, tu te démenais. Moi, je voyais tes ressources être épuisées. Non, mais vraiment, j'étais là, mais tu te faisais exploiter. Et pour moi, t'avais le profil parfait pour te lancer parce que je me dis, mais putain, si tu mets cette énergie, mais pour toi, pour ta boîte à toi, mais ta boîte, elle va décoller de ouf, quoi. Donc, c'est vrai que c'était pour moi, c'était frustrant de pas réussir à te convaincre avant. Et du coup, le gros déclic, ça a été du coup le décès de maman. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas du tout parce que c'est pas un sujet facile à aborder, mais aussi c'est pas quelque chose dont on a envie qu'on a envie d'utiliser entre guillemets, mais c'est important, je pense, de le mentionner, c'est que ce déclic là, le fait de perdre notre mère de façon très soudaine. En janvier 2021, ouais c'est ça, janvier 2021. En fait, du coup, toi t'étais sur Toulouse, tu bossais du coup en CDI sur Toulouse. C'est vrai qu'on, comme tu dis, on n'aime pas le dire parce que on veut pas que les gens aient l'impression que c'est un storytelling, enfin que Sivine tourne autour de ça et c'est pour ça qu'on le mentionne quasiment jamais. Mais c'est vrai que ça réside là-dedans, c'est que le jour où c'est arrivé, je me souviens avoir dit à papa, je remonterai jamais à Toulouse en fait. Je me vois pas. Vous habitiez tous à Perpignan du coup, et je me voyais pas retourner au taf comme si de rien n'était.
reprendre des journées à rallonge et en fait m'épuiser alors qu'on venait d'apprendre que littéralement la vie ne tenait à rien et que qu'en fait il fallait juste profiter, être avec les gens qu'on aime, faire des choses qu'on aime et ouais, en fait kiffer sa vie parce que tout peut s'arrêter très vite. Ouais. Et ouais, donc je me suis même dit en fait je repartirai jamais, je peux pas, enfin voilà, c'est en fait ça s'est imposé mais genre le jour même quoi. J'ai dit juste stop, on arrête. Ouais. Et je me rappelle que on a quand même réfléchi vite fait à est-ce que tu allais retrouver un taf sur Perpignan ou pas. Enfin, ce qui était sûr, c'est que tu voulais être à Perpignan, plus à Toulouse. Ouais. Mais c'est vrai qu'on savait pas trop. Et en fait, bon, à Perpignan, les opportunités, elles sont pas hyper nombreuses dans le taf que tu faisais toi non plus. Et puis, ouais, il y avait plus cette volonté, quoi. Enfin, c'était plus possible de retourner au taf. Et parce que je pense que quand il t'arrive quelque chose comme ça, t'as une grosse claque dans la tronche. Parce que du coup, notre mère avait 56 ans, donc c'est pas très vieux non plus. Et tu te dis, mais en fait, ouais, genre, déjà de base, de temps en temps, t'as quand même des prises de conscience. Même les gens qui n'ont pas vécu des trucs hyper traumatisants, tu te dis, putain, ouais, la vie elle est courte, la vie elle est ici, il faut que je me lance. Mais t'as toujours cette peur de oui, mais attends, mais je suis pas prête, ça. Là, au final. Là, t'as un tsunami qui t'arrive dans la gueule et tu te dis. C'est un vrai réveil, quoi. Ouais. C'est un vrai réveil. Ouais. Et je pense que c'est ce qui a drivé quand même Siving dès le début aussi. Ouais. Malgré que de temps en temps, en lançant le projet, on s'est laissé happer aussi par le côté entrepreneurial et donc bosser des heures et des heures, tout le temps, de se laisser rentrer un peu dans cette boule de neige qui défile du coup. Ouais. Mais d'un côté, on s'est toujours dit aussi, justement, cette claque qu'on a reçue de temps en temps, limite, faut qu'on se la remette, quoi. Pour toi et moi, de dire, attends, on a quand même appris notre leçon, maintenant, il y a un petit moment. Et c'est ce qui continue à nous driver aussi un peu de temps en temps, de se réveiller, de dire, waouh, est-ce que là où on est en train d'aller, c'est toujours ce qu'on veut ou en tout cas, la manière dont on est en train de le faire, est-ce que c'est toujours ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est ça qui a défini aussi ce dans quoi on a décidé de lancer la boîte, parce que c'est vrai que dans l'IMO, on avait plein d'idées, en fait. On voulait... on savait pas si on voulait commencer par l'agence IMO, on savait pas si on voulait commencer par faire marchand de biens. Enfin, on avait plein d'idées. Et c'est vrai que, vu la claque que nous, on venait de recevoir, et la chance qu'on a eue de financièrement pouvoir prendre du temps off pour reprendre nos esprits, trouver le temps de se retourner... Voilà, on s'est dit, pas tout le monde a cette chance-là aussi. Ouais. Donc, en gros, l'éducation financière qu'on a eue, qu'on a reçue, et la situation financière dans laquelle on se trouvait, en fait, pas tout le monde a cette chance, mais tout le monde devrait pouvoir avoir cette chance. Donc, en gros, c'est notre devoir, limite, de transmettre ces compétences-là. Ouais. Et c'est notre mission maintenant de partager, en fait... Alors nous, du coup, l'indépendance financière, ou en tout cas la stabilité financière, on le fait à travers l'immobilier, ça peut être à travers plein de choses, mais... Juste le fait d'avoir conscience que c'est important de pouvoir avoir le choix à tout moment dans sa vie, de pouvoir avoir le choix de dire, soit ça me va plus, ou effectivement, moi je quitte toute ma vie à Toulouse et je peux revenir un moment et je peux me lancer à mon compte, etc. C'est juste le fait de... d'avoir le choix, de ne pas être contraint par quoi que ce soit. Ouais. Et je trouve que la vraie liberté, elle est là-dedans. C'est pas qu'une question de montant ou de... C'est juste d'avoir cette liberté du choix et de se retourner comme tu veux, quand tu veux, et peu importe ce que tu es en train de vivre, quoi. Ouais, absolument. Et du coup, c'est ce qu'on transmet aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on espère transmettre. Enfin, c'est ce qu'on transmet parce que c'est vrai qu'on le remarque déjà, mais voilà, c'est ce qui nous drive aujourd'hui et c'est ce pourquoi en fait on a lancé Siving, c'est pour pouvoir partager ça à un plus grand nombre et essayer d'encourager un plus grand nombre à créer cette stabilité pour justement pouvoir avoir le choix. Alors, pas forcément pour pouvoir partir et être rentier à 35 ans et habiter sous les cocotiers, mais tout simplement se protéger parce qu'on va tous connaître des situations. Enfin, ça peut être un décès, ça peut être perdre un taf, ça peut être avoir un accident, enfin... On vous le souhaite pas, mais malheureusement, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Pour des choses plus positives, tu deviens parent et tu as envie d'avoir un peu plus le temps, ou tu as vraiment un métier, un projet passion, et tu as envie d'en faire ton métier, et donc tu as envie de pouvoir switcher à un moment donné. Donc ça peut être pour des situations très négatives où tu n'as quasiment pas le choix, parce que clairement, émotionnellement et physiquement, il y a des fois où on n'a pas eu le choix en fait de
pas fonctionner. Mais ça peut être pour des choses qui sont aussi positives et pour lesquelles il y a des gens qui malheureusement ne se lancent pas ou après des années parce qu'ils n'ont pas ils ont pas ce choix-là, ils n'ont pas cette possibilité. Donc autant pour du négatif que du positif, c'est juste pouvoir transmettre ça aux personnes, de se dire genre créez-vous quelque chose, protégez-vous et ayez conscience aussi de ce qui est possible de faire pour pour s'ouvrir un peu plus de possibilités quoi. Ouais, c'est clair, et je pense utiliser, parce qu'il y a plein de gens qui se sentent pas forcément encore capables ou légitimes de se lancer, mais utiliser, on a tous des compétences dans la vie qui nous permettent de nous lancer. Enfin, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. On a réussi à lancer une boîte alors qu'on était en plein deuil et c'était clairement pas facile tous les jours. Parce que pour rappel, ça a été créé même pas 6 mois après. Ouais. Donc, mais je pense qu'il y a plein de gens, enfin, vous vous rendez pas compte, mais vous avez tous quelque chose en vous qui vous permet de vous lancer et essayer justement d'utiliser les aléas de la vie pour aller puiser une force et lancer des choses parce que vous avez tous quelque chose à dire et un beau projet à créer. Donc, n'attendez pas que la vie vous mette des claques pour vous réveiller. Enfin, réveillez-vous maintenant et essayez de vous lancer parce que après, c'est vous qui décidez de votre vie et de la façon dont vous voulez vivre grâce à votre boîte ou grâce à vos investissements. Donc, j'encourage vivement les personnes à se lancer. Après, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Mais en tout cas, l'investissement, c'est pour tout le monde, que ce soit l'immobilier ou autre chose. Mais c'est littéralement une nécessité, je pense, d'au moins faire quelque chose de son épargne. En tout cas, si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat ou sur l'investissement immobilier, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, à déjà mettre des commentaires et puis de venir nous parler sur Instagram, sur le compte Saving Sisters. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci beaucoup pour cette écoute. À bientôt.